Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va parler de la mort de Léandre Lo, pour ensuite parler de l'événement WNO, Who's Number One, qui a eu lieu donc qui a été retransmis sur Flow Grappling, enfin qui est organisé par Flow Grappling. Bon, du coup, on va commencer avec la triste nouvelle du décès de Léandre Lo, qui est donc décédé ce dimanche, le même jour que ce dimanche 7 août, le même jour que l'événement. Pour ceux qui ne savent pas ce qui s'est passé, en fait, il était à une soirée. Bon, c'est quelqu'un qui aimait bien faire la fête. Et donc, il était dans une salle des fêtes, en fait, dans un club. En fait, au Brésil, il y a comme des country clubs, comme aux États-Unis. Il n'y a pas trop ça en France. C'est des endroits où en fait, on paye un droit d'entrée et après on paye tous les mois pour accéder à toutes les activités du club. Exemple, il peut y avoir, je sais pas, du foot, piscine, tennis, enfin voilà. Et donc il y avait une fête avec un groupe connu. Et donc cet endroit, c'était un endroit quand même. Bon, vous imaginez bien, c'est ce genre d'infrastructure, c'est pour des gens qui ont quand même de l'argent. Euh, et surtout celui-là, apparemment, je connais, enfin, j'ai déjà entendu de nom, mais c'est pour voilà, des gens qui ont vraiment de l'argent sur São Paulo. Donc c'était à São Paulo, c'était pas à Rio. Et donc il était là-bas avec une bande d'amis. Et alors il y a plusieurs histoires, on ne sait pas encore exactement ce qui s'est passé. Enfin, certains savent, mais en tout cas dans les journaux, ce que les journalistes rapportent pour l'instant, il n'y a rien de vraiment sûr, on va dire statué, on va dire. Mais en gros, ce qui se serait passé, c'est que il y a une personne donc qui est par métier, en fait, il fait partie de la police militaire de São Paulo. Et en fait, il était à la soirée, et puis bon, bah, il a vu Leandro Lo à une table. Il est passé, il a pris une bouteille. Leandro Lo, ou la table, en gros, a dit ouais, rends-nous la bouteille, c'est à nous. Lui, il a dit ah, bah, vu que t'es champion du monde, vas-y, viens la récupérer. Donc bon, Leandro Lo, au début, il voulait pas. Voilà, c'est vraiment pas quelqu'un qui cherche à la bagarre. Et bah, du coup, il y est quand même allé. Et bon, apparemment, il n'y a pas eu d'échange de coups de poing. Ça a été tout de suite, je le ramène au sol, je stabilise, et puis je calme un peu la personne. Quand la personne elle avait l'air d'être calme, il l'a relâché, il s'est relevé. Et là, la personne, elle a pris un pistolet et lui a tiré dessus. Ouais, il est mort, comment on dit ça, mort cérébral tout de suite. Et puis bah, il est mort arrivé peu de temps après, peu de temps à être arrivé à l'hôpital ensuite. Voilà, c'est vraiment une triste nouvelle. Bon, n'importe quelle mort est triste, il n'y a pas de différence, mais enfin là, pour le coup, c'est il a impacté tellement de vies, de personnes à travers bah voilà, sa façon d'être dans le milieu du jiu-jitsu brésilien, sa façon de combattre, sa façon d'être toujours, voilà, il était toujours joyeux, toujours, on voyait beaucoup de vidéos de lui en train de danser après les combats ou à l'entraînement. Je pense que c'est quelqu'un qui transmettait vraiment une bonne énergie. Et moi, j'ai eu la chance de le connaître parce que je l'ai filmé pour BJ Fanatics. On a filmé deux DVD ensemble. Et donc, on est resté 2-3 jours vraiment ensemble. Et il y a vraiment quelque chose qui se passe quand même quand on filme quelqu'un parce que bah, on est que avec cette personne-là et une autre personne dans une salle. Et on est ensemble pendant 3 heures, 5 heures, peut-être 10 heures. Donc il y a vraiment une connexion qui se crée, qui est difficile à avoir autrement, ou qu'il faudrait vraiment côtoyer cette personne-là beaucoup. Et donc parce que bah voilà, lui à force les personnes à force d'enregistrer, de filmer, bah au bout d'un moment il y a quand même la fatigue. Au début ils sont pas forcément à l'aise, donc il faut mettre un peu à l'aise. Enfin voilà, il y a un climat un peu de respect et de confiance qui s'installe. Et puis bah à chaque fois ça discute et voilà, on a eu plein de discussions sympas. En plus c'était la période où c'était juste après l'événement où Gordon Ryan et André Galvao s'étaient, on va dire, disputés.
où Gordon Ryan avait mis 2 baffes à Galvao, et puis du coup il me donnait son avis, et puis bon, moi je lui donnais le mien. Après on a parlé aussi de la lutte à livrer, du JB, voilà, il me faisait des blagues en mode, bon, quand est-ce qu'on se fait un défi JJB lutte à livrer, enfin voilà, bon. C'était vraiment, vraiment, vraiment une bonne personne. Malheureusement, voilà, il est décédé du coup dans la nuit du 6 au 7 août. Et du coup, donc par la suite, il y a eu l'événement, le Who's Number One, où j'avais déjà fait des prédictions sur ma chaîne. J'ai pas eu totalement tort, mais il y a eu quelques trucs que j'ai pas pris en compte, enfin voilà, que j'avais pas vu. Donc c'est intéressant. Et là, du coup, je vais vous donner mon avis sur les combats, en reprenant aussi un petit peu ce que j'avais dit. Et bon, on parlera à la fin du coup de Gordon Ryan et Felipe Pena. Et Felipe Pena était un très grand ami de Leandro Lo, et bon, je pense qu'il était vraiment pas en état de combattre. On en parlera à la fin. Mais du coup, en premier, il y avait Diogo Reis et Esteban Martinez qui ont combattu. Alors, Esteban Martinez était vraiment petit. Enfin, il est vraiment petit pour cette catégorie de poids. Je sais pas s'il combat pas en plus léger d'habitude, parce que là, franchement, il était vraiment petit, et il y avait une trop grande différence de taille, quoi. De taille, de physique. Donc voilà, encore une fois, bon, ils l'ont mis pour que Diogo Reis puisse se faire les armes un petit peu pour la DCC. Il n'y a pas eu de soumission, 15 minutes. J'ai été un peu déçu. Mais en fait, ce que je me rends compte, enfin déjà depuis un moment, mais c'est que sur ces formats-là de combat, de super fight, où en fait on sait déjà qui on va affronter, quel jour, euh, ben en fait c'est plutôt difficile de soumettre en vrai. J'ai l'impression que c'est plus difficile de soumettre que quand c'est en compétition, où en fait en compétition il y a tellement de paramètres qui rentrent en jeu. Déjà on ne sait pas qui on va prendre avant la veille. Ensuite on ne sait pas exactement normalement l'heure à laquelle on va combattre. Alors avec les BJF c'est quand même assez carré, mais quand même des fois il peut y avoir un peu de changement et tout, ou en tout cas on l'apprend la veille. Alors que là on sait déjà sur des événements comme ça longtemps en avance, on sait qu'on va combattre le soir, tard. Donc voilà, les compétitions, puis en plus il y a voilà, CIBJF, c'est pesé avant le premier combat. Enfin, il y a plein de paramètres qui rentrent en compte. Et souvent, bah, en fait, dès qu'on arrive en quart, demi et finale, bah, celui qui a pas bien géré son poids, celui qui a pas bien géré sa récup, celui qui a eu des plus durs combats que l'autre, en fait, ça fait des combats, je trouve, plus ouverts au final. Je peux me tromper, hein, n'hésitez pas à me donner votre avis aussi. J'aime beaucoup échanger, du moment que ça reste cordial. J'aime beaucoup échanger. Des fois, souvent, à force d'échanger comme ça, il y a des choses que j'ai pas vues moi et que ça me fait réfléchir, donc c'est top. Donc aidez-moi à réfléchir. Euh, mais voilà, ouais, j'étais un peu déçu qu'il n'y ait pas eu de soumission. Diogo Reis pas assez incisif, je trouve. Who's Number One, c'est sa première perf là-bas. Je trouve qu'il aurait dû être un peu plus agressif. Et puis bah du coup après c'est la même chose avec Fabricio André et Fabian Ramirez. Alors Fabian Ramirez quand même un peu plus costaud que Esteban Martinez. Mais j'ai trouvé un Fabricio André un peu timide. Je trouve qu'ils ont manqué tous les deux un peu de magie, quoi, un peu de peps, un peu de quelque chose pour terminer le combat. J'ai trouvé que c'était un peu... Ouais, je sais pas. Je sais pas, vous me donnerez votre avis aussi si vous avez vu les combats ou pas. Mais du coup, Fabricio André gagne à la décision. Mais ouais, alors Diogo Reis et Fabricio André dominent vraiment leur adversaire, mettent les points, il me semble, passent la garde, prennent le dos sûrement. Euh, mais ouais, j'étais un peu déçu. Ensuite, on a Jay Rodriguez et Jacob Couch. Pareil, alors là, je me suis trompé. J'avais dit que Jay Rodriguez allait étouffer Jacob Couch. Mais en fait, on s'est rendu compte que Jay Rodriguez, on s'est rendu compte qu'il a très peu d'expérience. Qu'il s'est fait endormir. Et l'autre, en fait, on a vu qu'il avait un peu plus d'expérience de compétition parce que bah, il sait que s'il laisse l'autre complètement libre, bah, ça va être un cauchemar. Et du coup, bah, il l'a tout de suite pris dans une garde fermée. Kimura,
À partir de la Kimura, soit il soumettait, soit l'autre il a donné la montée. L'autre il a donné la montée, il s'est fait prendre le dos et je crois pas qu'il y a de soumission. Je crois pas qu'il y ait de soumission. Attendez, je vais vous dire ça tout de suite, j'ai tous les résultats là. Non, ouais, c'est décision unanime. Décision unanime, bon, il y a 15 minutes où il se fait écraser, quoi. Jay Rodriguez. Donc c'est dommage, j'attendais pas mal de ce combat quand même, mais au final, bon, Jacob Scotch, il a fait le combat parfait pour le battre. On a un combat ensuite de Bia Mesquita et Liz Clay. Bia Mesquita, elle me fait un peu peur sur... alors, je me suis déjà entraîné avec Bia Mesquita, on s'entraînait pas mal, elle venait s'entraîner dans un club où je vais souvent, c'est Pyramid Grappling à Rio. Ils font que du sans kimono, c'est ils pratiquaient pas mal de jiu-jitsu brésilien et ça fait déjà 1 an et demi, 2 ans qu'ils mettent plus du tout le kimono et qu'ils sont à fond là-dedans. Ils s'inspirent beaucoup du jeu de Danaher, du jeu Gordon Ryan et compagnie. Et du coup, Bia Mesquita, elle venait pas mal chez nous et donc je m'étais entraîné pas mal avec elle et c'était vraiment sympa de s'entraîner avec elle d'ailleurs. Mais là, elle m'a fait un peu peur, quoi. Surtout vers la fin. On sait que l'autre elle est forte, enfin son truc c'est la clé de talon. On sentait que Bia Mesquita voulait éviter ça, mais d'elle-même des fois elle a donné la position. J'ai trouvé qu'il y avait des erreurs un peu de stratégie. Et je trouve qu'après en plus, comme elle a eu un peu chaud aux fesses, elle a pris comme elle s'est faite capturer la jambe et qu'elle a vu que l'autre quand même elle était à l'aise, tu vois, là-dessus. Après, elle hésitait un peu plus pour rentrer dans la garde, elle était un peu plus hésitante dans son combat. Et c'est dommage parce que franchement, elle est vraiment au-dessus de l'autre. Et en 15 minutes, elle aurait pu vraiment l'écraser et la battre, quoi. Donc c'est dommage aussi ce combat-là. Bia Mesquita, j'aime beaucoup et c'est dommage qu'elle n'ait pas tenté plus de choses. Mika Galvao, égal à lui-même. Ça aurait pu être aussi, alors, debout, je sais pas comment il fait ça, mais il arrive à coller le mec, je sais pas, les mecs, ils le collent, et quand il le colle, lui, il lève un peu et il balaye, et les mecs, ils tombent, quoi. Il a mis ça aussi à la sélection ADCC, en demi-finale. Je sais pas s'il l'a pas fait aussi en finale. Non, je crois que c'est que demi-finale, face à un mec très costaud, qui avait battu au tour d'avant, ou 2 tours avant, il avait battu Gésias Calvacante. Donc il lui met ça, et puis à 7 minutes et quelques, il a réussi à lui prendre le dos et il l'étrangle dans le dos. Mais bon, dès le début, il a dominé le mec de A à Z, quoi. Donc voilà, égal à lui-même, il a dominé du début à la fin, et puis il a fait plaisir. Juste un truc par rapport à tous les élèves de Melky Galvao, donc c'est le papa de Mika Galvao, je trouve qu'ils ont une maturité dans leur façon de s'exprimer, de communiquer, impressionnant. Pour l'instant, c'est vraiment un sans faute. Je trouve que Mika Galvao, son discours à la fin, et puis tous, ils ont fait, pour rendre hommage à Leandro Lo, au début, ils ont fait l'entrée de Leandro Lo. C'est Leandro Lo, à chaque fois, il arrivait, il court, il faisait un saut, il sautait super haut, super excité, il s'animait comme ça. Et puis après, à chaque fois, il mettait les bras comme ça, ouverts, il faisait le tour du tatami au moment de commencer le combat. Et après, il commençait, c'était son petit rituel de début de combat. Et du coup, c'était très sympa, c'était émouvant, et je trouve que c'était une belle marque un bel hommage qu'ils ont fait. C'était très sympa, et même les discours et tout, c'était sympa, c'était vraiment... et on sent que Mika Galvao, plus ça va et plus il se crée une coquille où les émotions elles peuvent pas passer, quoi. Parce que je pense que s'il avait pas cette coquille, ça l'aurait encore plus touché, le décès quand même de Leandro Lo, comme ça nous a tous touchés. Lui, il le regardait combattre depuis tout petit. Là, il devait en plus l'affronter une deuxième fois pour une revanche. Et ouais, je pense que il s'est pas laissé submerger par les émotions. Je pense que Melky Galvao, il a dû faire un très gros travail psychologique pour les avoir bien. Et puis, ils arrivent toujours à trouver ce juste milieu
entre eux, être agressifs, hein, montrer qu'ils ont envie de combattre, montrer aussi qu'ils sont fun, et puis montrer qu'ils sont très respectueux avec tout le monde, quoi. Franchement, ils font un très très gros travail, voilà. Aussi bien technique que psychologique qu'en com, ils sont vraiment vraiment très forts, j'apprécie beaucoup. On a eu ensuite un très beau combat où pareil, je me suis trompé. Donc on avait Rafael Lovato Jr. face à Nicolas Meregali. Nicolas Meregali gagne à la décision unanime. Moi j'avais dit que Nicolas Meregali n'arriverait pas à ramener au sol Lovato, sauf si Lovato s'asseyait. Et au final, il a réussi à le ramener 2 ou 3 fois au sol. Il lui a mis 2 ou 3 amenés au sol. Magnifique. Et en fait, on se rend compte quoi sur ce combat-là? En fait, sur ces 2 autres combats, Nogi, je l'ai trouvé beaucoup... timide, c'est pas le mot, mais j'ai trouvé qu'il avait plus de difficultés que là face à Rafael Lovato, qui a plus d'expérience. Et moi, mon analyse de ça, c'est qu'en fait, les 2 autres qu'il a affrontés, c'est Nicolas Meregali. Ils avaient. C'est comme quand l'équipe de France elle va affronter une équipe moins bien classée qu'elle, on va dire une petite équipe, et comme on dit dans le milieu, et la petite équipe, elle se dit, si on joue en attaque, on va se faire avoir, donc on va tout tenter en contre-attaque. Là, c'est la même chose en fait. Je trouve que Nicolas Meregali s'est beaucoup plus exprimé avec Rafael Lovato et a proposé un combat super sympa. Vraiment, vraiment bien. Il a dominé du début à la fin. Et voilà, c'est top. Je suis très content pour lui. Pareil, quelqu'un que j'ai filmé 2 fois pour BJ Fanatics. Et quelqu'un que j'apprécie beaucoup, qu'on a des bons échanges. Et voilà, j'ai hâte de le voir du coup à la DCC maintenant. Je me dis que c'était un bon test avant la DCC, c'était un très bon choix d'adversaire. Et puis voilà, on verra ce que ça donne. On verra ce que ça donne. On fera une petite analyse d'ailleurs de chaque catégorie, un peu plus proche de la DCC, on fera ça. Et du coup, pour terminer, on avait Gordon Ryan face à Felipe Pena, qui était normalement le combat tant attendu. Mais au final, je pense que dans ce contexte, avec le décès de Leandro Lo, qui était un grand ami de Felipe Pena, en fait, j'en parlais avec des gens aujourd'hui, c'est qu'on trouve que c'est dommage, on pense que le flow grappling a merdé, quoi. Ils auraient dû annuler le combat et le reporter. Juste ce combat-là, je pense que les autres, déjà, il y avait déjà une bonne carte pour que ce soit intéressant. Nicolas Meregali, Rafael Lovato en main event, c'était déjà très bien. Et je pense que Gordon Ryan, Felipe Pena, ça méritait d'attendre une semaine pour voir le combat, quoi. Voilà, on a un Felipe Pena qui est vraiment relâché. Moi, je trouve qu'il a proposé un très bon combat. Alors, je peux me tromper. Pareil, j'en ai parlé un peu avec Johnny Frachet. Et Johnny, pour lui, vraiment, Gordon Ryan a dominé de A à Z, etc. Par rapport au combat avec les mains, les contrôles et tout. Mais justement, je trouve que Felipe Pena, ça a été le seul. Si on regarde bien tous les combats de Gordon Ryan, à chaque fois, il domine ses adversaires debout. C'est que face à des vrais lutteurs ou des gens qui vont faire de l'anti-jeu debout qu'il va s'asseoir. Et Felipe Pena a réussi à bloquer le jeu de Gordon Ryan, je trouve, debout. Après, il s'est fait ramener au final sur 45 minutes, il s'est fait ramener 3 fois au sol. Mais c'était pas que des actions vraiment pure lutte. Des fois, c'était Felipe Pena qui sortait donc qui était en dessous, qui se relevait, qui tournait le dos pour essayer de partir et qui se faisait attraper, balayer. Donc ça, je crois, on l'a eu 2 fois. Et puis on a eu une autre fois, un vrai takedown, une vraie amenée au sol. Et donc ouais, pour moi, je trouve que Felipe Pena a vraiment bloqué le combat. En fait, si vous regardez bien, Gordon Ryan, il est fort. Il me semble que c'est avec sa main droite qui vient tout le temps chercher ce qu'on appelle le collar tie, donc c'est le contrôle sur la nuque ici. Et ça, il fatigue ses adversaires avec. Il les agite comme ça, ils baissent leur tête, puis au bout d'un moment, ils sont fatigués. Et en fait, on arrive au sol avec Gordon Ryan, on est exténué, et puis on n'arrivera même pas à défendre. Et là, il n'a pas réussi à faire ça avec Felipe Pena. Et je trouve que Felipe Pena, au final, il a une bonne analyse et il a eu
ouais, une bonne analyse de ce qu'il fallait faire. Voilà, en fait, pour pas que la personne elle vienne ici, on contrôle sa main. On contrôle sa main. Si on attrape sa main, il pourra pas venir. Et je trouve qu'il l'a très bien fait. Et au final, c'est ce qui a fait que Gordon Ryan s'est assis dans le combat. Et alors là, j'étais impressionné sur le premier renversement où il a presque pris le dos de Felipe Pena. Enfin, presque, c'est un grand mot. Mais voilà, il était derrière lui, en tout cas très rapidement. Franchement, là, s'il lui avait pris le dos, il l'avait terminé, c'était incroyable. Mais Felipe Pena, il arrive à défendre, il se met en dessous. Et il a son jeu d'aller chercher la 50-50, franchement, avec une aisance incroyable. Et l'avantage de la 50-50, c'est que on peut bloquer le combat, en fait. Parce qu'on a son genou complètement... en fait, on est imbriqué l'un dans l'autre comme ça. Et en fait, celui qui est au-dessus, il est bloqué, il ne peut pas passer la garde parce que sa jambe, elle est bloquée à l'intérieur. Et celui qui est en dessous, il bloque l'adversaire, en fait. Si c'est un choix de sa part à lui. En général, c'est un choix de la personne qui est en dessous. Et en fait, Felipe Pena, on voyait qu'il pouvait être vraiment dangereux. Après, on sait, je pense que Gordon Ryan savait à quoi s'en tenir. Et que du coup, cette fois-ci, il n'allait pas rentrer dans le jeu de Felipe Pena. Et c'est ce qui s'est passé. Mais à plusieurs reprises, j'ai l'impression que voilà, si on a un Felipe Pena un peu plus en forme psychologiquement, ça peut proposer un combat encore plus sympa à regarder. Moi, j'ai trouvé ça quand même sympa. C'était 45 minutes. J'aime pas ces règles-là à la soumission. Submission only, je trouve ça nul. Je trouve qu'il faut il faut des règles, il faut une limite de temps déjà. Ce qu'ils ont fait en 45 minutes, ils auraient pu le faire en 10 ou 15 minutes. Ça suffisait largement pour travailler. Oui, ça aurait été compliqué de passer la garde vraiment ou de faire des choses. Mais c'est ça qu'on veut en même temps. C'est un peu plus d'intensité, un peu plus d'action en un peu moins de temps, quoi. 45 minutes, c'était trop long. Enfin, ça sert à rien, quoi. Il n'y a pas besoin de mettre ça. Et du coup, en fait, qu'est-ce qui se passe à la fin? Felipe Pena, au bout d'un moment, je pense qu'il craque psychologiquement. Au bout d'un moment, je pense que ça trotte dans sa tête de pourquoi j'ai pris ce combat, pourquoi j'ai pris ce combat. Plus Gordon Ryan lui mettait la pression, plus il se fatiguait à le repousser, à essayer de se relever, etc. Plus dans sa tête, il se disait, mais en fait, je suis pas en condition pour combattre, quoi. Je suis pas en condition, je suis pas en condition. Puis au bout de 45 minutes, il a tout simplement abandonné. Il n'y a pas eu de vraie soumission. Enfin, il n'y a pas eu de soumission, mais c'était un abandon verbal. Voilà, et donc c'est ce qui s'est passé. Et voilà, ce que j'ai pas trop apprécié, c'est à la fin le discours de Felipe Pena, qui est là, ému, qui parle de la mort de son copain et de son pote, et puis le public qui le hue. Franchement, j'ai pas trouvé ça bon. Pareil, Gordon Ryan apparemment parle en même temps qu'il parle au micro, donc ça pareil. Et Gordon Ryan derrière qui parle, je trouve qu'il avait mieux à dire que ce qu'il a dit. Que franchement, il a un exemple pour beaucoup de choses. Il devrait. Moi, je l'ai rencontré et c'est vraiment une bonne personne. Voilà, sur Internet, il ouvre sa bouche, mais aux États-Unis, ça fonctionne comme ça. C'est comme ça. C'est pas la même culture que nous. Et puis ça marche, et puis c'est avant, et puis c'est ça qui fait que le sport se fait connaître. Il n'y a pas que ce moyen-là, mais c'est peut-être, on va dire, peut-être le plus facile. Mika Galvao, je pense qu'il va réussir à faire peut-être plus que Gordon Ryan, peut-être, on verra. Et sans avoir ce trash talk, mais ça marche. Et alors c'est facile entre guillemets parce que derrière, il faut assumer ce qu'on dit, et puis faut assumer aussi tous les haineux qui vont venir derrière. Mais ouais, je pense qu'il avait mieux à dire, quoi. Il avait mieux à dire, plutôt apporter son soutien, comprendre, et puis dire bon écoute, de toute façon voilà, j'ai gagné celui-là, et puis on fera voilà, dans quelques semaines il y a la DCC, et après il y a un deuxième il y a une revanche déjà de signer. Quand ils ont signé le contrat, en fait, ils ont signé pour 2 combats. Donc voilà, et je pense que sa victoire, il l'a eu. Pas dans les meilleures conditions, mais il l'a eu. Et je pense qu'il aurait dû... voilà, il savait déjà qu'il allait avoir un deuxième combat. Il aurait dû être plus compréhensif avec son adversaire. Et puis, voilà, avoir un peu plus de cœur, quoi. Et pas être tout pris dans la compétition. Je pense que c'est quelqu'un qui est vraiment à fond dans la compétition, qui a envie que les choses se professionnalisent aussi.
parce qu'il dit que voilà, c'est trop amateur, les gens sont trop amateurs, et il veut que ça se professionnalise, et pour lui, bah, là par exemple, ça là c'est un exemple de se professionnaliser, c'est-à-dire peu importe ce qui t'arrive dans ta vie, tu dois être prêt pour combattre, quoi. Tu dois psychologiquement être toujours prêt pour combattre. Maintenant, bon, là c'était un super fight, je pense qu'il y avait moyen vraiment de faire en sorte que ça se fasse peut-être une semaine plus tard ou 2 semaines plus tard, peu importe. Donc voilà. Donc ça c'était mon analyse de Who's Number One. Et puis bah, voilà les petites explications aussi du décès de Leandro Lo. M'a quand même pas mal affecté hier. J'étais quand même, c'était bon, c'est jamais sympa. Encore une fois, c'était pas mon meilleur ami ou autre, mais c'est vrai que bah, quand on a passé un bon moment avec la personne et puis que la personne, bon, elle est correcte avec tout le monde et tout, on a tout de suite un ressenti ou des émotions différentes, quoi. Voilà, donc qu'il repose en paix et puis que bah voilà, qu'on continue d'essayer d'apprendre avec lui, avec ses vidéos peut-être, pourquoi pas. Franchement, d'ailleurs, en parlant de ça, c'était vraiment le truc que j'ai retenu de Leandro Lo, c'était en fait il commence donc quand je le filmais, il commençait ses positions genre, genre dans des trucs où tu te dis mais en fait t'es foutu là. Genre, alors là, mon adversaire me contrôle comme ça, me contrôle là, il met un crochet comme ci, comme ça, nanana. Et là, comment je fais pour sortir? Bah, 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 boum, il passait la garde. Genre, j'étais, mais. Waouh, c'est un magicien, quoi. Et c'est vraiment le seul avec qui j'ai ressenti ça. Euh, En mode vraiment magicien. Il y a Fabricio André aussi, un petit peu, mais c'est différent, pas autant de maturité. Mais là, c'était vraiment de la magie, quoi. Donc, voilà, n'hésitez pas à aller checker ça. Euh, voilà, je pense que tout ce qui sera récupéré au niveau argent, je pense, j'imagine, c'est pas moi qui décide, mais je pense que ça ira à la famille de Leandro Lo et apparemment ils veulent, il y a comment on appelle ça, une école, alors je pense que c'est une école de jiu-jitsu brésilien, mais j'ai vu ça aujourd'hui, en fait, sa maman et sa sœur veulent continuer son projet de monter l'école Leandro Lo. Donc j'imagine que cet argent qui sera récolté servira à ça. Et puis bah, cette école, je pense aussi qu'elle est pour les jeunes défavorisés ou voilà, aider les jeunes à sortir du milieu de la violence, de la drogue, etc. Au Brésil. Donc voilà. J'espère que cette vidéo, je vais pas te dire que c'était une bonne vidéo, mais que voilà, vous avez trouvé les informations que vous cherchiez, que mon petit débrief de Who's Number One vous a plu. N'hésitez pas encore une fois à commenter, mettez vos impressions aussi, ça m'intéresse. Parce que voilà, je pense pas avoir la science infuse. Moi, j'ai un regard, j'ai pas toujours un regard très technique sur les combats. J'aime bien regarder le combat dans la globalité et voir voilà, sur quelle action l'un ou l'autre a craqué, euh, les choix techniques, les choix stratégiques. Plutôt que exactement la technique. Voilà, j'ai pas ce regard-là, quoi. Donc voilà, ça peut peut-être changer pour vous. Voilà, merci à tous et puis bah, écoutez, on se voit dans une prochaine vidéo avec j'espère des meilleures nouvelles que dans celle-là. Merci à tous. Ossa.